Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo tuto pour établir une bonne bibliographie dans un rapport universitaire ou dans un article. Donc cette vidéo est surtout là pour aider les personnes, notamment les étudiants, à établir leurs sources dans leurs travaux. Je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde. La bibliographie est la partie dans un article, livre ou vidéo qui est certainement la plus importante. Il faut donc la soigner et la bichonner. Et évidemment, c'est jamais simple, chaque revue, chaque professeur, chaque université va avoir ses exigences en termes de bibliographie. Les revues et les professeurs peuvent vous imposer un nombre de pages ou de caractères, ce qui fait que la biblio peut être un petit peu raccourcie. Et ça, on va le voir. Donc il faudra vous adapter en fonction des consignes données. Ce que je vais vous donner là aujourd'hui est donc un exemple comme forme revenant le plus souvent dans les articles scientifiques de paléontologie principalement. Quand vous faites une bibliographie, retenez bien ceci. À partir de maintenant, tu n'es plus un humain, tu es une machine. Tu feras ta bibliographie avec une rédaction robotique et spontanée en te pliant aux volontés de ton maître. Oui, parce que ça peut être vite chiant à faire une bibliographie. Arrêtez de penser. Faites votre bibliographie en mode robot, il n'y a vraiment que ça à faire. Donc l'idéal est évidemment de compléter votre bibliographie au fur et à mesure de votre rédaction de votre rapport ou de votre article. Et à la fin, vous la vérifiez afin qu'elle soit uniforme. Et c'est important qu'une bibliographie soit uniforme. Quand vous citez une idée dans le texte qui n'est pas à vous, ça doit être synthétique et vous devez citer une source, vu que ce n'est pas votre idée. Donc la référence dans le texte doit être synthétique, courte et partielle. Vu que vous citez votre source, si les lecteurs veulent la référence complète, eh bien ils iront à la fin de votre rapport, à la fin de votre article, dans l'onglet qui s'intitule normalement Bibliographie ou références bibliographiques, pour avoir justement accès à la source complète et donc à l'article en question. On va donc prendre une bibliographie complètement fictive, avec quelques membres de la merveilleuse paléosphère. Alors, une bibliographie, c'est très simple à faire, on la trie par ordre alphabétique, de A à Z, en fonction du nom du premier auteur de chaque article, chaque revue, chaque ouvrage. Donc là, on constate qu'il y a quelques conflits justement dans la bibliographie, donc avec les petits éclairs. Donc les éclairs jaunes, on voit qu'on a 3 fois le même auteur seul, Raptor V en l'occurrence, mais là, ils seront triés en fonction d'un autre paramètre. Spoiler, c'est l'année, mais ça on y reviendra. Et avec les éclairs verts, on voit qu'il y a un deuxième conflit qui commence à venir. On voit Raptor V et Reptile FL comme deux premiers auteurs. Et c'est justement le troisième auteur qui va faire la différence pour l'ordre alphabétique. Et ce, peu importe la date. Alors l'ordre alphabétique, c'est le mieux, c'est celui que je préconise. Mais certains passeront par un système de numéros d'appel dans le texte. Si par exemple la première source dans le texte commence par un Z, c'est pas grave, ils mettront le Z en premier dans la liste bibliographique. Alors c'est pratique ce système-là quand on veut gagner de la place dans le texte. Vous avez encore une fois peut-être un nombre de caractères et de pages limité. Ouais, c'est peut être pas mal effectivement. Au lieu de mettre par exemple Milner et Walsh 2008 dans le texte, vous mettez simplement 17 et ça marche très bien. Le problème c'est que quand vous lisez l'article ou le rapport, vous avez une idée et vous avez une source avec un numéro. Alors c'est un peu chiant, parce qu'il faut aller à chaque fois à la référence bibliographique pour savoir de qui ça vient, alors que si vous aviez la référence directe dans le texte, on dirait « Ah bah oui, effectivement, Miner et Walsh 2008, je vois qui c'est, j'ai lu l'article. Donc je sais très bien ce qu'ils ont dit, donc cette idée-là, je peux la valider, il n'y a pas de souci. » Donc là, en l'occurrence, avec un numéro, c'est un peu chiant, il faut faire constamment des allers-retours avec la bibliographie. Mais bon, c'est encore une fois, si vous aviez des exigences par rapport à la revue et au professeur, vous n'aviez pas le choix. Donc moi, je préconise de passer par ordre alphabétique. Si vous en avez le choix, préférez l'ordre alphabétique. Donc une publication, une référence s'organise en 3 parties. Donc la première partie qu'on va voir ici, donc c'est les auteurs et l'année justement. Donc les auteurs d'une publication, on va conserver l'ordre qui est donné par la publication en question. Par exemple, pour Jurassique, Paléo, Science, Paléo et Style, justement, donc on a un ordre ici qui n'est pas par ordre alphabétique, mais c'est donné tel quel dans l'article. Un exemple concret avec une vraie publication, ici Longrich, Barnes, Clark et Mylar sont mis dans cet ordre dans la publication originale. Eh bien, dans mes références bibliographiques, je vais conserver cet ordre en mettant Longrich, Barnes, Clark et Mylar, tout simplement. Donc, on ne trie jamais pour une publication, on ne trie jamais par ordre alphabétique. C'est une règle. On commence évidemment donc par les noms, tout simplement, avec une majuscule et le reste en minuscule. Alors, vous pouvez mettre également tout en majuscule. Attention aux accents, essayez de les conserver en majuscule aussi.
Mais après, c'est à vous de voir, parce que les majuscules, ça prend plus de place, donc il faut faire très attention à ça. Et tant que c'est uniforme, ne commencez pas avec une référence totalement en majuscule, et puis une autre en minuscule, etc. Non, il faut que ce soit uniforme. Mais il faut mettre tous les noms, ça par contre c'est obligatoire. Alors que faire quand on a une publication qui est infernale? Là ici, vous avez un exemple avec plus de 170 auteurs. Quand c'est infernal, c'est infernal. Alors soit vous êtes complètement fou, et vous les mettez tous, ce qui ferait une référence très très longue. Alors soit vous faites une petite astuce, une petite pirouette bibliographique, vous mettez les 3 premiers noms, donc là Andrzej Jacek, Lucas et Goodman, et vous rajoutez un et al derrière, et on verra tout à l'heure ce que signifie cette locution latine, mais en l'occurrence, voilà, ça permet de dire et les autres, donc ça évite de mettre les 170 auteurs qu'il y a derrière. Donc voilà, quand vous avez plus de 20 auteurs, en général, on vous autorise à mettre les 3 premiers noms et mettre et al derrière, même dans la bibliographie, parce que voilà, ça peut être vite encombrant. Donc les noms sont suivis des abréviations des prénoms, donc les initiales des prénoms, et comme c'est un prénom, c'est forcément avec une majuscule que ça s'écrit, donc l'initiale est forcément en majuscule, et comme c'est une abréviation, on finit avec un point. Donc c'est un peu le même principe que pour Tyrannosaurus Rex, par exemple, quand on abrège Tyrannosaurus, on met un T majuscule avec un point et non un tiret. Donc l'appellation T-Rex avec un tiret n'est pas bonne, il faut mettre un point avec un petit espace. Donc là c'est facile, quand on a des prénoms simples, comme par exemple Delila C, C c'est pour Chacha Delila, du coup, eh bien je mettrai donc Delila C point. Voilà. Du coup ça c'est pour un prénom tout simple, unique, etc. Alors que faire quand on a plusieurs prénoms? Eh bien, on va faire comme tout à l'heure avec les noms de l'article, on va conserver l'ordre qui sont donnés par la publication originale. Donc là, en l'occurrence, avec l'exemple de tout à l'heure, Nicolas R. Longrich, eh bien justement, c'est marqué d'abord Nicolas et ensuite R, donc les prénoms sont mis dans cet ordre. Donc, je vais mettre dans ma bibliographie Longrich, N point pour Nicolas et R point pour le deuxième prénom. Attention également aux prénoms composés. Là, vous avez dans la liste bibliographique plusieurs fois reptile FL. FL est un prénom composé de base, donc vous devez mettre un F point avec un tiret derrière et un L point pour abréger le deuxième prénom. Voilà, donc là, pas d'espace entre les deux, sinon ça voudrait dire que le F est son premier prénom et le L est son deuxième prénom, alors que là, c'est un prénom composé. C'est le premier prénom en l'occurrence. Après les initiales des prénoms avec son point, on met justement des virgules pour séparer les différents auteurs. Et exception faite, où on met justement un et ou and, ça dépend si vous écrivez en anglais ou en français, entre les deux derniers auteurs, pour signaler que justement on arrive au dernier auteur de la publi. Alors certains mettront des virgules entre les prénoms et les noms d'auteurs, comme par exemple Jurassic, virgule, C point, virgule. Moi personnellement, bon déjà ça prend plus de caractères encore une fois, et je vois pas l'intérêt de séparer les noms des prénoms. On voit déjà clairement quel est le nom, quel est le prénom. Et quand vous avez une liste de 4 auteurs, ça va, mais quand vous avez une liste de 20 auteurs, on peut vite se mélanger les pinceaux. Donc faites attention à ça. Moi, personnellement, je préfère laisser le nom et le prénom en intégralité, sans séparation. Une fois que la liste des auteurs est faite, on rajoute une énième virgule après la liste des auteurs. On rajoute la date et enfin un point pour finaliser cette première partie de la référence. Alors les années, on voit que par rapport au conflit de tout à l'heure avec Raptor V, justement c'est ça qui va déterminer l'ordre de ces publis. Là on a 2 dates, on a 2010 et 2020. 2020 étant le plus récent, eh bien on va le mettre après. On met toujours le plus ancien d'abord et le plus récent ensuite. Et ensuite il nous reste encore un conflit avec le même auteur seul et l'année 2010 qui est identique. Eh bien là on va chercher le mois de la publication. Si le mois est identique, on va chercher le jour de publication. Si le jour est identique et que c'est dans la même revue, on va voir lequel apparaît en premier dans la revue. Et si c'est pas dans la même revue que le jour et le mois sont identiques, bah là vous êtes un petit peu dans le caca et bah vous mettez comme vous voulez. Alors vous pouvez mettre par ordre alphabétique du premier mot qui apparaît dans le titre de l'article, à la limite. Bon là on n'est pas dans un cas qui est extrême comme celui-là, justement, on remarque que c'est dans la même revue que ça a été publié, donc revue de bullshit.com. On constate qu'il y en a un, c'est le numéro 4 et l'autre le numéro 6, le numéro 6 étant forcément le plus récent, donc on le mettra après le numéro 4. Donc pour le numéro 4, pour l'année, on va rajouter un petit A pour dire que c'est le premier publié dans l'année, et on va rajouter un B minuscule pour le deuxième qui a été publié plus récemment. Si on avait une troisième publication qui est parue dans le numéro 8, par exemple, de la même revue, on aurait mis 2010, petit c, etc., etc.
Donc là, voilà, maintenant, on a la première partie de la référence qui est complète, donc les auteurs et l'année. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de la référence, donc c'est les titres des articles en question. Donc on va commencer par les articles, justement. On verra les ouvrages, les livres après, donc il n'y en a qu'un. C'est la dernière référence ici dans cette liste bibliographique. Donc justement, le titre de l'article, on le met tel quel, sans majuscule, sans plus, sauf pour démarrer évidemment la phrase. Et on finit le titre par un point qui est simple. Sauf si dans le titre original, vous avez un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Là, vous devrez le mettre. Alors, le format est normalement en format simple, en écriture normale, sauf pour toutes les locutions latines et les noms latins. Donc, les noms latins, c'est les espèces, les genres. Les locutions latines, ça peut être et al, in situ, etc., ce genre de choses, quoi. Donc, toute locution latine, toute forme, tout texte latinisé doit être mis en italique. C'est la règle. Voilà, c'est comme ça. Ici, on n'a pas de locution latine, mais on a plusieurs noms d'espèces qui sont mis dans le titre de l'article. Pour rappel, une espèce est nommée avec deux noms, on dit qu'elle est binomiale. Vous avez le genre, qui s'écrit toujours avec une majuscule, et l'espèce, qui s'écrit toujours avec une minuscule. Et le tout, évidemment, mis en italique, puisque c'est du latin. Donc là, vous avez plusieurs espèces, Dracorex pilosus, Spinosaurus aegyptiacus, Carcharocles gui et Crocodylus zoophytes. Alors par contre, les noms de taxons et de groupes, ils prennent une majuscule uniquement lorsque ce dernier est le nom officiel et international. Donc là, vous avez deux exemples en vert ici, c'est Reptilia et Crocodilia, qui sont avec des majuscules, puisque ce sont les noms de groupes, les noms de taxons officiels. En revanche, les formes qui sont traduites, donc en rouge ici, prennent des minuscules. Dinosaures, truites, sphénodontes, requins, crocodiles, euarthropodes. Alors pour euarthropodes, par exemple, là c'est le nom traduit, donc je mets une minuscule. En revanche, si j'avais pris le nom officiel, donc les euarthropoda, ici, euarthropoda, c'est le nom officiel, j'aurais mis un E majuscule. Exception faite dans la liste avec Spinosaure en jaune orange ici, parce que voilà, c'est le nom traduit. Alors c'est le nom traduit, mais comme il est en début de phrase, on n'oublie pas les règles de grammaire classique. En début de phrase, on commence toujours avec une majuscule. Voilà. Des majuscules également pour les endroits géographiques, le nom des formations géologiques, des périodes géologiques temporelles et également les noms propres de personnes et de films. Donc là par exemple vous avez plusieurs exemples ici, notamment pour des pays, Australie, Afrique du Sud, Papouasie, Bhoutan. Ce sont des noms de pays, donc ils prennent des majuscules. Également pour Godzilla et Monsieur Faucon, ce sont des noms de personnes, de personnages, donc vous devez mettre des majuscules. Préhistoire est également un nom de période officielle, donc vous devez mettre une majuscule. Alors, exception si les pays, les noms de lieux ou les noms de périodes sont sous forme d'adjectifs. Par exemple, les argiles rouges du Bhoutan, ça c'est le nom propre, on désigne le Bhoutan, le pays, donc vous mettez un B majuscule. Par contre, les truites bhoutanaises, c'est un adjectif, ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom, donc truite ici, et donc bhoutanaise, comme c'est un adjectif, on met un B minuscule. Pareil pour les périodes temporelles. Un exemple que j'ai pas ici, mais imaginez avec le Spinosaurus aegypticus ici, un dinosaure du Crétacé complètement aquatique, du Crétacé, je l'aurais écrit avec un C majuscule, puisque ça désigne la période en elle-même. Par contre, si j'avais mis un dinosaure crétacé complètement aquatique, crétacé devient un adjectif et il s'écrira avec un C minuscule. Donc faites attention à ces règles d'orthographe quand même. Donc troisième et dernière partie d'une référence bibliographique pour les cas des articles toujours. On enchaîne maintenant avec le nom de la revue, du bulletin, du journal dans lequel c'est paru. Et comme c'est un nom officiel d'un journal, d'un bulletin, on le met en italique. C'est la convention. Vous avez donc plusieurs exemples fictifs ici, revue de la paléosphère, journal de la sardine arboricole, revue de bullshit.com, etc. Donc il faut respecter aussi les majuscules. Donc paléosphère par exemple s'écrit avec un P majuscule et un S majuscule. C'est comme ça. Vous finissez également la revue avec une virgule. Donc en italique, fini avec une virgule et écrite en entier si vous le pouvez. Alors pourquoi en entier ? Parce que des fois, dans des revues, dans des références bibliographiques, les revues sont abrégées. Et quand on ne connaît pas ces revues-là, malheureusement, on cherche des heures à savoir laquelle c'est. Donc là, par exemple, Acta Paleontol Paul, et encore, il est très complet par rapport au premier que j'ai trouvé sous ce format-là, c'est Acta Paleontologica Polonica. Quand on ne connaît pas, on cherche pendant des heures à savoir ce que c'est. Et encore, là, c'était bien complet dans cette référence-là. Autre exemple, J-Syst Paléontol, là c'est Journal of Systematic Paleontology, mais ça pourrait être plein d'autres formats. Ça pourrait être Journal Systematical Paleontologica, j'en sais rien, encore une fois.
Donc bon, ça peut être plein de choses. Si vous avez l'occasion de le mettre en entier, mettez-le en entier, mais là, a priori, peut-être qu'ils ont eu une place, un nombre de caractères limité alloué par l'article ou les relecteurs, etc. Donc ils ont dû abréger le nom des revues. Donc là, c'est pas bien parce que les formats sont pas très très respectés non plus. Mais en l'occurrence, si vous avez l'occasion de l'écrire en entier, vous n'avez aucune contrainte derrière, écrivez-les en entier. C'est mieux. Ou abrégez-les correctement aussi. Et on n'oublie pas de les mettre en italique. Là, c'est pas mis. Donc après le nom de la revue, on doit déterminer quelle revue il s'agit, quel volume, quel tome, quelle issue, et justement c'est ce qui vient après. Donc on détermine le volume, le tome, l'issue, le numéro. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire des abréviations comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre volume en toutes lettres, tome en toutes lettres, hein. Ce serait vachement lourd à faire. Donc là vous mettez vol point pour volume, T point pour tome, le numéro vous mettez N avec le petit symbole du degré juste derrière, et issue vous l'abrégez en issue. Ouais, des fois, ça ne s'abrège pas, en fait. Alors, il arrive aussi que pour simplifier encore plus le nom des volumes et les numéros des volumes, etc. Par exemple, ici, pour le volume 2, tome 4 de la revue de la Paléosphère, donc de la troisième publi ici, on aurait tendance à mettre un 2, sans volume devant. Hein. On met un 2, et entre parenthèses, on met 4, pour dire que c'est le volume 2, tome 4. Ça peut arriver. Vous pouvez faire comme ça aussi. L'important, encore une fois, c'est l'uniformité de la biblio. Vous commencez comme ça, vous finissez comme ça. Sinon, vous faites l'autre méthode. Donc n'oubliez pas de les séparer par des virgules ici, sauf si vous faites les deux avec les parenthèses, etc. Vous mettez ensuite une autre virgule ou 2 points, ça dépend aussi des fois. Moi j'ai mis des virgules, c'est mieux. Et vous mettez le nombre de pages, donc vous commencez par un P point pour abréger le mot page, tout simplement. Alors certains mettront pp point, 2p, bon, pourquoi pas, ça veut dire exactement pareil, mais ça vous fait un caractère en plus, donc encore une fois, l'important c'est l'uniformité. Si vous commencez avec p point, vous mettez p point partout, si vous commencez avec pp point, vous mettez pp point partout. Une fois que c'est mis, vous mettez les numéros de page séparés par des tirets et vous finalisez la référence avec un point. Voilà, donc ça, c'est une référence complète. Bon, parfois c'est chiant de trouver l'article, quand on passe par un moteur de recherche, on cherche le nom de l'article, on ne trouve pas par le titre, hein. Soit on cherche la revue directement mais on ne la trouve pas non plus, ou voilà, on se perd un petit peu dans les recherches. Eh bien il y a une solution toute simple de ce qu'on peut rajouter en quatrième partie d'une référence. Cette quatrième partie, c'est le DOI, Digital Object Identifier, ou identifiant numérique d'objet. Alors ce numéro est un mécanisme d'identification international de ressources numériques comme notamment les articles scientifiques. Et chaque numéro DOI va correspondre à un article scientifique, par exemple. Donc ce numéro, normalement, permet de trouver à coup sûr l'article que vous cherchez par un moteur de recherche. Donc là, par exemple, pour la référence de Lamana et ses collègues, donc voilà, bon, on a toute la référence complète. On a PLOS ONE, c'est le nom de la revue où ça a été publié. Virgule vol.9 pour le volume. Virgule issue 3, virgule. E92022, c'est le numéro de l'article dans la revue. Virgule 9P pour 9 pages. Et enfin, le DOI. Voilà. Donc ne mettez pas de point après le DOI parce que quand vous faites copier-coller, ça peut le prendre en compte et du coup, ça vous fait une mauvaise recherche. Bon. Donc mettez le DOI après le point final de votre référence. Alors maintenant le cas d'un ouvrage, donc d'un livre ici, donc c'est la dernière publication de cette liste fictive. Vous avez les auteurs et l'année qui ne changent pas par rapport aux articles scientifiques qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite vous enchaînez pour la deuxième partie, c'est le titre de l'ouvrage, et comme c'est un titre de l'ouvrage à l'instar des revues scientifiques, etc., eh bien on doit le mettre en italique. Donc là en l'occurrence c'est la supercherie de Michel Green, extra sensationnelle. Ce titre doit être fini par un point simple ou un point d'exclamation ou d'interrogation s'il est présent dans le titre original. Là, c'est le cas, vous avez un point d'exclamation qui finit cette référence. Alors dans le cas où vous avez une locution latine qui est présente dans le titre de l'ouvrage, ce qui est possible, ou un nom d'espèce, c'est possible aussi, vu que le titre est en italique et que vous devez mettre en italique normalement toutes les locutions latines, à la base, vous devez le mettre en italique pour la locution latine ou le nom latin. Comme vous mettez le tout en italique, ça s'annule et vous le mettez en mode normal. Voilà. Là, du coup, vous ferez l'inverse. Si vous avez un nom d'espèce ou une locution latine dans un titre en italique à la base, vous devrez mettre la locution latine et le nom latin de l'espèce ou du genre en mode normal. Ensuite vient la maison d'édition, donc édition qu'on abrège en EDS. Ou ED. Ça dépend, avec le nom de la maison d'édition, donc Hachette.
On met une virgule et ensuite on rajoute le numéro de l'édition s'il y a. Donc là, il n'y a pas de numéro d'édition, mais vous pouvez mettre 3e édition, etc. Vous pouvez mettre édition en toutes lettres ou encore une fois l'abrégé en ED points, tout simplement. Attention aux accents encore une fois. Virgule, le lieu d'édition. Et enfin, une virgule pour séparer avec le nombre de pages total de l'ouvrage. Donc là, 322p, point, page, point, voilà, tout simplement. Encore une fois, vous pouvez mettre pp, point si vous le souhaitez. Mais si vous avez commencé avec P point, bah vous faites avec P point, etc. Encore une fois, pensez uniforme. Alors comme pour les articles scientifiques, vous pouvez rajouter une 4e partie. Et cette 4e partie est justement le numéro propre au livre, c'est-à-dire l'ISBN, International Standard Book Number ou numéro international normalisé du livre. Donc comme le DOI, ce numéro est unique à la ressource et la ressource c'est toujours un livre. Donc normalement, si vous mettez ce numéro dans une barre de recherche, un moteur de recherche, vous êtes censé tomber sur le livre en question. Alors le cas d'un chapitre d'un livre, c'est un peu particulier, j'avais pas d'exemple sur ma liste bibliographique fictive, donc on va faire avec un vrai exemple cette fois. Vous avez par exemple, j'ai envie de citer ce chapitre, ces auteurs, que je me suis servi pour une vidéo ou quoi que ce soit, ou un travail, et cet article est issu d'un livre. Donc moi ce qui m'intéresse c'est uniquement ce chapitre-là, le reste du livre, en fait, ne m'intéresse absolument pas et ne sert pas à mon travail. Donc, je vais faire la référence comme ici. Ici, toujours le nom des auteurs avec les initiales, etc. Ça ne change pas. L'année, ça ne change pas non plus. Ensuite, vous mettez le titre du chapitre en mode normal. Encore une fois, pensez que s'il y a des locutions latines, ce genre de choses, pensez à les mettre en italique. Ensuite, vous rajoutez la locution latine in, pour dire que c'est dans, avec 2 points derrière. Comme c'est une locution latine, on doit mettre en italique. Vient ensuite le nom de l'ouvrage, et comme c'est un nom d'ouvrage, vous devez le mettre en italique. La maison d'édition, donc là c'est un peu particulier, c'est 2 éditeurs, Pitman et Chou, donc édition Pitman et Chou. Et comme justement le bulletin of American Museum of Natural History justement fait office d'accueil pour l'édition, eh bien vous devez le mettre en italique aussi parce que c'est un nom de bulletin, donc un nom officiel d'ouvrage. Donc vous êtes censé le mettre en italique aussi. Le numéro 440, comme c'est un bulletin, vous êtes censé mettre le numéro du bulletin en question. Et enfin, le nombre de pages concernées par le chapitre, et pas les pages totales de l'ouvrage. Puisqu'encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le chapitre 7 uniquement, et pas l'ouvrage dans sa globalité. Donc là, en l'occurrence, vous allez mettre le nombre de pages concernées par le chapitre 7, donc 205-228. Donc ça, c'est comment faire sa bibliographie. Donc vous avez les sources, les références bibliographiques qui sont en fin d'article, dans la partie références bibliographiques ou bibliographie. Donc les sources ici sont complètes, mais dans le texte, elles sont synthétisées. Alors imaginez si vous dites une idée dans le texte et que vous apportez la source derrière et que vous deviez mettre la source complète, ça prendrait énormément de place. Donc ce qu'on fait dans le texte, c'est qu'on synthétise la source. Et justement, on va voir ensemble comment citer une source dans le texte. Donc là, quand vous dites une idée dans un article, si c'est issu d'une source que vous avez lue, eh bien cette idée doit être accompagnée de sa source de provenance. Cette source est citée partiellement dans le texte. Et il ne sert à rien également de citer des paragraphes entiers de la source en question pour justement valider ce que vous dites. D'accord ? Vous êtes censé synthétiser, on est en science, on synthétise les choses, donc normalement vous êtes censé synthétiser l'idée en tout cas qui est issue de cette source. Donc dans une phrase, vous avez l'idée globale synthétisée et sa source, donc auteur et année. Et vu que vous citez votre source, c'est pas votre idée, vous vous dédouanez. En gros, si un lecteur passe par là et vous critique sur cette phrase-là, vous vous dédouanez en disant non, ce n'est pas de moi, c'est de l'auteur que j'ai cité. Si vous avez un problème avec ça, vous allez voir la référence. Et justement, donc le lecteur ira voir dans votre bibliographie où la source est complète pour aller chercher l'article en question. Donc la citation dans le texte, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est quand vous avez un auteur qui est tout seul. Donc là, ça va, c'est le plus simple, je pense. Donc là, quand on cite un auteur dans le texte, une référence, on ne met que le nom, jamais l'initiale du ou des prénoms. Et on cite également l'année de publication. Donc là, un exemple concret ici, les fossiles aquatiques de Papouasie sont essentiellement composés d'oursins d'eau douce, ce qui reste relativement inhabituel pour des échinodermes. J'ouvre une parenthèse, Raptor, c'est le nom de la personne qui a publié, virgule, l'année de publication, 2020, fermez la parenthèse et on finit avec un point puisqu'il s'agit d'une phrase. Donc ça, c'est la forme classique que vous allez retrouver dans quasiment tous les articles scientifiques, c'est celle qui revient même le plus souvent dans les textes, mais vous pouvez faire des variantes. Vous pouvez intégrer une référence dans la phrase en elle-même. C'est l'exemple justement qui vient après, c'est d'après Raptor, entre parenthèses 2020, virgule,
les fossiles aquatiques de Papouasie, etc. Donc d'après, selon, vous pouvez faire plein de variantes justement avec ça. Deuxième cas de figure, c'est quand vous avez deux auteurs, donc là toujours la même observation, on ne met que les noms et jamais on ne met l'initiale des prénoms. Les deux noms sont séparés par un et plutôt, parce que c'est pas du latin, et sinon and en anglais encore une fois. Donc là pareil, exemple, Crocodylus zoophytes était capable de pratiquer la photosynthèse grâce à ses chloroplastes dans ses ostéodermes et de se nourrir comme un Crocodylus niloticus en ingérant de grandes quantités de nourriture. Ouvrez la parenthèse, reptile érastier, 2020, fermez la parenthèse, point. Et encore une fois, vous pouvez faire une variante, donc selon reptile érastier 2020, etc. Quand vous avez 3 auteurs ou plus, eh bien là, on ne va pas mettre tous les auteurs. Heureusement, parce que imaginez, il y aurait 171 auteurs, on devrait mettre les 171 dans le texte, ce serait vite infernal. Là, en l'occurrence, on a une astuce, on met le nom du premier auteur et on rajoute la locution latine abrégée et al. Donc comme c'est abrégé, le al prend un point à la fin, évidemment, avant la virgule. Et comme c'est une locution latine, on doit la mettre en, si vous n'avez pas dit italique, c'est que vous avez raté quelque chose en début de vidéo. Donc là, en l'occurrence, un exemple en Afrique du Sud, le nombre d'individus de panthères d'eau cul grise, tigres, requineux montre significativement que la parade nuptiale majoritaire était la pratique de la mata-mata. Ouvrez la parenthèse jurassique, le nom du premier auteur, et al. Point. Voilà, donc locution latine mise en italique, virgule, 2020, fermez la parenthèse, point. Et al signifie littéralement et alius, donc et les autres en français. Alors par contre, quand on intègre dans le texte, Jurassique et al, c'est pas beau à la lecture, c'est pas beau à l'oreille non plus, donc le dites pas à l'oral non plus. On va préférer le traduire. Alors on va pas le traduire littéralement parce que et les autres, ça fait un peu dénigrer les autres auteurs, c'est pas très élogieux pour les autres auteurs justement. On va plutôt le traduire par et ses collègues et ses collaborateurs. Donc là, du coup, la phrase devient d'après Jurassique et ses collègues en 2020, virgule, en Afrique du Sud, etc. Donc si c'est pas entre parenthèses et que c'est à même le texte, vous mettez plutôt et ses collègues et ses collaborateurs, c'est plus joli. Et à l'oral, faites-le aussi. Et al, c'est très mal vu de le dire à l'oral. Sinon, vous pouvez faire une autre variante encore, c'est d'après l'équipe de Jurassique en 2020, etc. Vous pouvez faire cette variante aussi. Quatrième exemple, quand vous avez plusieurs sources pour appuyer une idée commune, donc là, voilà, c'est dans les mêmes règles que les 3 points précédents. En plus, on va rajouter les règles de la bibliographie, donc on va trier par auteur et après par année de publication. Donc là, exemple, le dinosaure théropode Spinosaurus aegyptecus est une espèce terrestre dont les points d'eau, rivières, lacs, deltas sont des zones privilégiées pour sa chasse, mais certains chercheurs pensent à une adaptation totale au milieu aquatique. Entre parenthèses, Raptor, virgule, 2010A, point virgule, Raptor, virgule, 2010B, fermez la parenthèse, point. Donc on va séparer les publications à l'intérieur des parenthèses avec des points virgules. Alors c'est pratique si vous avez le même auteur avec des années différentes, vous pouvez faire cette variante selon Raptor, entre parenthèses 2010A, point virgule, 2010B, fermez la parenthèse, le dinosaure théropode, etc. Alors si ce n'est pas le même auteur, vous devriez mettre par exemple selon Raptor 2010A, et selon Jurassique et al, etc. Voilà, etc. Cinquième possibilité, donc vous avez plusieurs sources pour une synthèse dans une phrase ou pour appuyer une autre source. Exemple ici, donc en Afrique du Sud, Jurassique et al 2020, en Australie subsaharienne, Delila et al 2020, au Bhoutan, Dino 2020, point virgule, Reptile érastier 2020, et en Papouasie, Raptor 2020, les fossiles trouvés dans ces sites à différentes périodes mettent donc un poids d'honneur à l'hypothèse extra-sensationnelle évoquée par Vidéo et ses collègues 2019. Voilà, donc là vous avez plusieurs sources qui vont faire une synthèse et appuyer une autre source. Vous voyez comment ça se fabrique, justement, les sources dans un texte, ça se fait comme ça. Bon, normalement, nous avons abordé la majorité des cas de figure, donc comme je l'ai dit, c'est évidemment à vous de vous adapter aux auteurs, à la revue, aux professeurs. Mais avec ce tuto, normalement, vous êtes bien paré pour relever les défis de la bibliographie. Alors certains passeront et se reposeront même totalement sur des logiciels qui font ça automatiquement, mais je vous le dis, jamais la machine ne remplacera votre esprit. Donc il est nécessaire de savoir faire soi-même une bibliographie pour justement ne pas se reposer sur la technologie. Technologie qui est bien soumise à l'erreur et qui parfois laisse passer des erreurs assez monumentales. Donc faites attention à ça, faites vous-même les bibliographies, croyez-moi, au bout d'un moment, on y prend plaisir. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un pouce d'iguanodon, et évidemment commentez si vous avez des questions sur ce sujet, et également partagez à vos collègues, à vos amis qui peuvent être étudiants et qui peuvent avoir besoin
de ce tutoriel pour faire une bonne bibliographie dans ces rapports. Sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos sur la chaîne. Que l'évolution soit avec vous.